Qui n'a pas vu le jour se lever sur la Seine ignore ce que c'est que ce déchirement, qu'emprise sur le fait, la nuit qui se dément, se défend, se défait, les yeux rouges obscènes, et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant. Ces mots, ce sont ceux de Louis Aragon. Il exprime la magie, la force d'un édifice qui nous a éblouis et qui s'est enflammé. En s'effondrant le 15 avril dernier, la flèche de Notre-Dame de Paris emportait dans sa chute un peu de notre vanité qui pouvait nous faire croire qu'elle serait immuable. Le lien tissé depuis 160 ans entre la terre et le ciel se rompait brutalement et c'est tout un idéal qui se consumait en même temps que les pierres. Cette flèche portait le sceau de l'audace en même temps que celui de la dévotion. En s'affranchissant de la pesanteur, elle portait le signe d'un génie humain que l'architecture a longtemps, toujours peut-être, cherché à immortaliser dans le roc. Et sans doute, comme l'a suggéré l'architecte et urbaniste Catherine Tricot, l'art gothique dont Notre-Dame est un emblème constitue-t-il un jalon entre les Grecs et les Lumières? Et c'est la première architecture rationaliste qui a façonné une tradition française particulièrement riche et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, peut-être n'y avez-vous pas songé, mes chers collègues, mais dans un bâtiment comme par exemple Beaubourg, qui, à cette structure apparente, est reportée à l'extérieur du bâtiment. Notre-Dame de Paris s'élève en incarnant l'émancipation humaine qui ne s'épanouit pas d'une seule manière, mais trouve de multiples chemins pour advenir. Éternelle métaphore, filée au cours des siècles d'un génie s'extirpant de sa condition, elle est ce chaînon de la liberté dont nous sommes aujourd'hui les tributaires. En s'abîmant il y a un peu moins d'un mois, le souffle de Notre-Dame de Paris a ouvert nos yeux sur la fragilité de notre patrimoine. La cathédrale devenait à sa manière une lanceuse d'alerte et nous faisait éprouver une réalité que nous cachions à nous-mêmes. S'il est vrai que nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, nous avons eu ce soir-là un aperçu du vide et c'est peu dire qu'il nous a donné le vertige, et d'ailleurs pas seulement en France. Et cela nous rappelle que rien n'est éternel, l'histoire est un livre qui jamais ne se referme. Il nous aura fallu la combustion de centaines de tonnes de bois et de plomb pour nous rappeler à cette évidence. Mes chers collègues, je crois pourtant que Notre-Dame de Paris a rarement été aussi vivante qu'aujourd'hui. Cet incendie fut comme une blessure qui rappelle d'un coup au corps l'existence d'un membre. Et ce que le monument perdait dans les braises, il le regagnait dans notre cœur à toutes et à tous. Parce que sur les décombres, nous avons vécu un formidable moment d'échange. Et je crois que le nom de Viollet-le-Duc n'a jamais été aussi cité qu'aujourd'hui, sauf peut-être évidemment à son époque. Alors que la flèche de la cathédrale s'effondrait avec fracas, elle renaissait partout, dans les rues, dans les bars, dans les maisons, dans les écoles de notre pays. Cette émotion collective fut aussi de vivre ensemble le bonheur de partager un commun. Cette cathédrale, bien sûr, n'appartient à personne et de fait, elle appartient à tout le monde. Et cela s'est vu. Les discussions ont été nombreuses, animées, polémiques ou sereines. Mes chers collègues, j'avoue que ce fut une surprise heureuse que de voir soudain notre pays emparé de cette vitalité intellectuelle, culturelle, artistique, et je dirais même que c'est une bonne nouvelle pour qui, comme moi, se plaint si souvent de la faiblesse du débat culturel. Je tiens donc en préambule à rendre hommage à toutes celles et ceux, spécialistes, amateurs, néophytes, qui ont nourri ce moment d'affect, ce moment d'échange, à toutes celles et ceux qui ont contribué par leur passion et leur énergie à faire vivre dans nos esprits la flamme, que l'on souhaite éternelle celle-ci, de Notre-Dame de Paris.